Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Replay Actu. C'est le replay de l'actualité du mois de décembre 2025, dans lequel j'explique 3 gros événements qui se sont passés le mois dernier. Parmi ces 3 événements, il y a les manifestations des éleveurs et des agriculteurs qui sont motivés par 2 choses bien précises que je vais développer. Donc c'est la gestion d'abord du virus du DNC, et puis aussi la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et en 3e point d'événements qui se sont passés le mois dernier, eh bien, il y a une note que j'ai lue et qui n'a pas été très développée, très suivie dans l'actualité. Et pourtant, je trouve que c'est une note assez importante puisqu'il s'agit de la réaction de certains piliers du parti de droite qui ont manifesté leur opposition à une déclaration de Nicolas Sarkozy. Et enfin, bien sûr, je vais conclure cet épisode avec une recommandation culturelle puisque, vous le savez, j'aime finir mes épisodes avec une note un peu plus légère. Oui, écoutez, c'est ça le programme. Et puis bien sûr, je vous souhaite une bonne année 2026. Et puis, bonne écoute. Vous préférez lire ? Pas de problème, à partir de maintenant, retrouvez la transcription de l'épisode et la traduction des mots les plus complexes en anglais et en espagnol sur mon website. Le lien est en description. Politique. Les agriculteurs au bord de la crise de nerfs. Face à une suite de décisions politiques qui les écrasent, les agriculteurs propriétaires de petites et moyennes exploitations manifestent leur ras-le-bol face aux contradictions administratives qui les accablent. Cette fois, ce sont 2 événements explosifs qui les ont fait sortir dans la rue et occuper les routes. Le traitement du virus de la dermatose nodulaire contagieuse et l'accord avec le Mercosur. J'explique. D'abord, qu'est-ce que la DNC ? La dermatose nodulaire contagieuse, ou DNC, est une maladie transmissible aux bovins par une piqûre de mouche ou de taon. Des animaux souffrant de la maladie peuvent avoir différents types de symptômes comme la fièvre, l'anorexie, une chute de lactation ou la défaillance d'organes internes. Un bovin atteint de la maladie a 10% de chances de mourir et 45% de chances d'avoir des séquelles. Par exemple, souffrir d'avortement, de stérilité ou d'amaigrissement. D'un point de vue sanitaire, il ne s'agit donc pas d'une urgence absolue puisque la maladie n'a aucun impact sur la santé des êtres humains et que les animaux peuvent être immunisés après vaccination. Mais pour le gouvernement, il semble que l'urgence soit économique, car lorsqu'un bétail est vacciné, il ne peut être soumis à l'exportation sur le marché européen qu'après 14 mois, à l'exception de la Suisse et de l'Italie qui acceptent des délais plus courts sous certaines conditions. Ainsi, pour éviter un ralentissement généralisé des exportations, le ministère de l'Agriculture a choisi la méthode forte pour contenir la propagation du virus. Une méthode déjà utilisée ailleurs en Europe, qui vise l'éradication immédiate de la maladie. La méthode consiste notamment à la restriction des déplacements des bovins, à la mise en place de zones de vaccination obligatoires et à l'abattage systématique de la totalité du cheptel où le virus est détecté. Et c'est sur ce dernier point que le bât blesse. Car si les autres mesures semblent vraiment raisonnables, celle de tuer tout un cheptel pouvant aller jusque 200 bêtes ne l'est pas. Ce que les éleveurs soutenus par les agriculteurs dénoncent, on peut même carrément dire ce qui les rend fous, c'est l'abattage arbitraire des animaux car, vous l'avez compris, si un animal est malade, la décision a été prise de l'abattre plutôt que de le soigner, et pire encore, de tuer l'ensemble du cheptel, même s'il est sain. Les éleveurs sont scandalisés par la brutalité de la solution imposée par l'État qui ne leur a à aucun moment demandé leur avis. Leur colère n'est pas nourrie par la perte financière que cela représente puisque l'État s'est engagé à une indemnisation rapide, prenant en compte les périodes d'improductivité et un accompagnement psychologique. Leur colère vient d'ailleurs, et elle vient d'abord du rapport de force qui les oppose à l'État qui n'a jusqu'ici, 11 janvier, toujours pas ouvert le dialogue avec les syndicats agricoles alors que la crise de la DNC a commencé en juin dernier. Puis leur colère vient aussi du choc émotionnel provoqué par la perte instantanée et injuste de tout un troupeau. On parle quand même du travail de toute une vie.
À ce propos, de nombreux éleveurs ont témoigné leur sentiment d'injustice et d'arrachement à l'idée de se retrouver sans leurs bêtes. Des animaux qu'ils ont sélectionnés avec soin, qu'ils ont soignés, mis au monde pour certains. Leur cheptel est bien plus qu'un gagne-pain. Et pour preuve, ce témoignage lors d'un rassemblement devant la préfecture de Quimper, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, le 15 décembre dernier. Vous pouvez voir la vidéo sur mon website. Et un autre rassemblement témoigne de la perte émotionnelle que représente l'abattage des bêtes. Le vendredi 2 janvier 2026, une centaine de manifestants ont allumé 113 bougies en hommage aux 113 vaches tuées le jour même alors qu'elles étaient vaccinées. Plus tôt dans la journée, toujours en Ariège, dans le sud-ouest de la France, c'était une centaine d'élus qui étaient venus témoigner de leur solidarité. À propos de ce rassemblement, Florent Paulny, président de la communauté des communes du pays de Mirepoix, précise au micro du journal Pyrénées FM: c'était aussi la volonté des élus de se remobiliser pour montrer que nous sommes aux côtés des agriculteurs et faire remonter leurs revendications. La première concerne le protocole. On n'arrive pas à comprendre pourquoi l'abattage total est maintenu, alors que tous les troupeaux ariégeois ont été vaccinés et que leur immunité est donc faite. Il faut que ça soit revu. À la date du 13 décembre 2025, 100 élevages ont été touchés par les mesures d'abattage, ce qui représente la mise à mort de 3000 animaux. Ainsi, les éleveurs se battent pour qu'un protocole moins radical soit mis en place. Ils souhaitent que seuls les animaux malades soient mis à mort, alors que le reste du troupeau reste en isolation. C'est un protocole à ce jour revendiqué par l'ensemble des syndicats, à l'exception de la FNSEA, le syndicat des méga-fermes et l'interlocuteur privilégié de l'État. Il est important de noter que seuls les dirigeants de la FNSEA soutiennent le gouvernement, car sur le terrain, les choses sont différentes, comme le rapporte France 24. La coordination rurale et la confédération paysanne, qui sont deux syndicats, sont en pointe de la contestation, avec un appui local des sections FNSEA et des jeunes agriculteurs, alors qu'au niveau national, ces deux derniers syndicats appuient la stratégie sanitaire actuelle. Si vous voulez en savoir plus sur l'organisation syndicale agricole, j'ai laissé un lien dans la transcription puisque j'ai écrit un article dessus il y a quelques mois. Actuellement, la majorité du territoire français reste non touchée par le virus. Et c'est très important de limiter sa circulation car la France exporte environ 900 000 jeunes bovins chaque année et cette activité est essentielle pour de nombreux élevages. À ce propos, Florent Paulny commente: les 3000 bovins du département qui vont entrer sur le marché après vaccination. Il faut pouvoir les écouler sur le marché local. Une déclaration qui rappelle la nécessité de rendre plus flexibles les accords européens et la législation française dans le cadre du commerce agricole. Vous pouvez retrouver une cartographie des zones de vaccination sur mon website et vous pouvez aussi repérer le nom des départements et de l'Ariège. Dans l'attente que l'État accepte un protocole plus humain pour les bovins, les agriculteurs et éleveurs continuent les rassemblements et les blocages de routes. Les tensions sont très fortes entre les manifestants et les forces de l'ordre, au point où, fin décembre, au moins 2 policiers ont braqué leurs armes sur un agriculteur qui se trouvait sur son tracteur, stationné en travers de la route. Lundi 13 et mardi 14 janvier 2026, le ministère de l'Agriculture recevra les syndicats pour discuter de la dermatose nodulaire contagieuse et pour rassurer les professionnels suite au vote du Mercosur. En parlant du Mercosur, développons un peu le sujet. Pourquoi les agriculteurs manifestent aussi contre le Mercosur ? L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est un accord de libre-échange discuté depuis plus de 25 ans, auquel la France a toujours été opposée. Les désaccords reposent sur les différences importantes qui existent entre les normes sanitaires françaises et les normes suivies par les pays du Mercosur. En effet, le marché commun du Sud, le Mercosur, qui regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la dernière venue, la Bolivie, permet entre autres l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques interdits dans le processus de production alimentaire français. Depuis 1999,
quand l'Union européenne et le Mercosur ont commencé à discuter d'un accord commercial, la France s'y oppose pour des raisons de santé publique et de concurrence déloyale. Mais depuis le 6 décembre 2024, la Commission européenne presse les pays de l'Union à approuver l'accord. La plupart des États européens semblaient alors penser que l'accord avec le Mercosur permettrait la sécurité économique de l'UE face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et on était encore alors bien loin d'imaginer que les États-Unis d'Amérique seraient capables de piétiner le droit international à ce point. Si l'Europe et l'Amérique du Sud veulent tenir tête aux États-Unis de Trump, et si l'Europe veut redéfinir sa relation avec la Russie en retrouvant sa stature diplomatique, alors peut-être que le Mercosur n'est pas un cadeau totalement empoisonné comme le pense la France. D'autant que le Mercosur inclut des alliés commerciaux avec la Russie, comme le Brésil, ou les États-Unis, comme l'Argentine. Cette volonté de faire bloc a aussi été exprimée par le Brésil lors de la visite de Lula à Paris en juin dernier. Il disait alors « Cet accord, ce serait la meilleure réponse que nos régions puissent apporter face au contexte incertain créé par le retour de l'unilatéralisme et du protectionnisme tarifaire. » D'ailleurs, l'intérêt commercial de l'Union européenne pour l'Amérique ne s'arrête pas à l'Amérique du Sud, puisque l'année dernière, elle finalisait la renégociation et le renforcement des échanges commerciaux avec le Mexique. Mais pour les agriculteurs et les éleveurs, il n'y a pas photo. Pour eux, l'accord de l'Union européenne avec le Mercosur signe la fin de l'agriculture française, à moins que les normes nationales et européennes soient allégées et que la redistribution des aides européennes soit faite équitablement. Les agriculteurs dénoncent aussi souvent la complexité administrative sous laquelle ils croulent, une complexité qui leur coûte cher. Alors, les professionnels ne s'intéressent pas vraiment à la dimension géopolitique de l'accord. Pour eux, l'accord avec le Mercosur représente une véritable menace, puisqu'il vient s'ajouter aux difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis 50 ans. Alors, même si l'accord précise que les entreprises brésiliennes ou argentines sont contraintes de respecter les normes et réglementations européennes, il reste le problème de la concurrence. Il est en effet prévu que d'ici quelques années, 99 000 tonnes de bœuf et 180 000 tonnes de volailles soient exportées sans droit de douane. Le traité commercial prévoit d'éliminer plus de 90% des droits de douane aujourd'hui appliqués. Et enfin, pour terminer, une autre partie des critiques repose sur l'absurdité de l'accord, puisqu'il consiste à faire venir depuis l'autre bout du monde des produits que l'Union européenne produit elle-même. La même question se pose pour les produits européens exportés en Amérique du Sud, bien sûr. Par exemple, les voitures, les vêtements, le vin, et surtout les fruits frais et le chocolat. C'est donc dans un pays globalement contre l'accord que Macron s'y est finalement opposé. Ainsi, après plus d'un mois de manifestations, samedi dernier, le 10 janvier, les blocages et rassemblements étaient rapportés partout à travers la France. Et si les actions sont principalement menées sur les autoroutes, elles sont aussi arrivées en plein cœur de Paris, où quelques tracteurs ont réussi à occuper la place de l'Étoile. Malgré l'opposition de la France, la grande majorité des pays de l'Union ont adopté définitivement l'accord commercial le 9 janvier dernier. L'accord doit maintenant être validé par le Parlement européen, où une majorité favorable n'est pas totalement garantie. Mais si l'accord est définitivement conclu, alors la France sera bien sûr contrainte de jouer le jeu et de participer à l'accord. Politique et démocratie. Depuis que Nicolas Sarkozy est allé en prison, on a l'impression qu'il fait tout pour qu'on parle de lui. S'il était déjà connu pour ses punchlines controversées, sa syntaxe douteuse, il a maintenant franchi un nouveau cap en écrivant dans son livre « Le journal d'un prisonnier » ne plus vouloir faire barrage à l'extrême droite. Derrière cette déclaration extrêmement provocatrice se cache l'espoir d'un retour au pouvoir de son ancien parti, LR, grâce à une récupération des voix du RN. Donc j'explique rapidement pour les auditeurs. LR, c'est les Républicains, parti historique de droite, et RN, c'est le Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, maintenant dirigé par Jordan Bardella. Donc la stratégie de récupérer des voix du RN
est une stratégie que Nicolas Sarkozy avait commencé à utiliser dès sa première campagne présidentielle en 2007, lorsqu'il s'emparait des thèmes de la sécurité et de l'immigration. Donc en soi, Nicolas Sarkozy n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la fameuse fenêtre d'Overton, qui consiste à repousser les limites d'un discours ou d'une opinion, par exemple. Avec cette déclaration, Nicolas Sarkozy participe à la banalisation d'un rapprochement du LR avec l'extrême droite. Ce qui est nouveau, c'est qu'il le dit ouvertement et clairement. Il l'écrit même. Il va jusqu'à raconter sa proximité avec Marine Le Pen en décrivant leur conversation téléphonique comme si un lien spécial les unissait depuis qu'ils ont été condamnés par la justice. Avec sa déclaration, il rejoint d'un côté Laurent Wauquiez et de l'autre Bruno Retailleau. L'année dernière, pour préparer les présidentielles de 2027, Laurent Wauquiez, qui est un ancien président du LR, proposait une primaire allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, c'est-à-dire du centre droit à l'extrême droite. Dans le même esprit, Bruno Retailleau, lors des législatives de 2024, avait donné comme instruction de voter tout sauf la France insoumise. Bon, il faut bien le reconnaître, Nicolas Sarkozy a une autre stature que Wauquiez ou Retailleau qui, eux, rêvent encore d'arriver un jour à la tête du pays. Et c'est sans doute pour cette raison que cette fois-ci, certains piliers du parti ont catégoriquement dénoncé ces propos. Par exemple, Xavier Bertrand, ancien ministre sous Chirac et candidat à la présidentielle de 2027, déclare au journal Le Monde « Le Rassemblement national, jamais ». Jean-François Copé, ministre sous Chirac, lui rappelle l'histoire du parti. Le gaullisme, le chiracisme et même le sarkozysme se sont toujours construits autour d'un principe intangible, l'absence de toute compromission avec l'extrême droite. Il y a donc encore, chez les LR, des héritiers d'une droite hermétique à tout rapprochement avec l'extrême droite. Et c'est ça qui a retenu mon attention. Et maintenant, je vais vous faire un petit rappel historique pour bien comprendre à quel point la déclaration de Nicolas Sarkozy est scandaleuse. En déclarant vouloir faire alliance avec le Rassemblement national, Nicolas Sarkozy détruit en effet le grand principe inspiré de la politique du général de Gaulle dont le LR est l'héritier. Un principe construit autour de la figure du général de Gaulle donc, qui s'était opposé au nazisme en devenant leader de la France libre lors de la Seconde Guerre mondiale, puis avait activement participé à la construction de la paix avec les pays du Nord. Cette opposition au nazisme s'est ensuite élargie pour prendre le nom de barrage républicain, qui veut qu'aucun parti fasciste ne soit encouragé ou soutenu. Depuis le général de Gaulle, la droite française s'est toujours clairement et fermement opposée à l'extrême droite en faisant barrage à l'extrême droite. Ce barrage est adopté par tous les partis politiques français. Il consiste à voter pour son adversaire plutôt que pour l'extrême droite. Alors vous l'avez compris, être républicain n'est pas l'exclusivité de la droite, les républicains. Mais c'est un principe adopté par tous les partis. Ainsi, lorsqu'en 2002, pour la première fois, l'extrême droite arrivait au second tour de l'élection présidentielle, les socialistes, les communistes et les écologistes ont voté pour Chirac afin de bloquer Le Pen. Il en fut de même en 2017 et en 2022, lorsque Macron s'est retrouvé face à Marine Le Pen. Le barrage républicain a donc permis pendant de nombreuses années de bloquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais depuis 2022, quand l'extrême droite est passée de 8 à 89 députés à l'Assemblée nationale, le RN est devenu une tentation pour le LR qui lui perd des sièges. Il passe de 112 sièges en 2017 à 47 aujourd'hui. On peut un peu résumer cette histoire, je pense, en reprenant le titre du Nouvel Obs qui a une sacrée punchline. Rapprochement avec le RN. Depuis sa prison, Nicolas Sarkozy casse un mur. Culture. Vous êtes encore à l'écoute, alors vous êtes très intéressé par l'actualité ou par la recommandation culturelle. En tout cas, merci. Et n'hésitez pas à m'encourager. Laissez un petit quelque chose sur mon PayPal ou bien partager et liker. Ce mois-ci, ma recommandation culturelle est un court-métrage québécois
Alors si le français n'est pas votre langue maternelle, vous allez un peu galérer et vous allez devoir activer les sous-titres parce que les filles parlent vite, avec la syntaxe québécoise et l'accent québécois. Mais rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. Et aussi et surtout parce que c'est le premier film de l'actrice et réalisatrice Monia Chokri. C'est aussi sa première collaboration avec en actrice principale Magali Lépine-Blondeau, avec qui elle collabora 10 ans plus tard sur Simple comme Sylvain, un film qui est sorti en 2023 et que je vous recommande fortement. Alors c'est vraiment cool de voir l'évolution de la réalisatrice entre ce court-métrage et puis 10 ans après. Et enfin, ce film est en accès libre sur YouTube, alors ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Vous pouvez voir ce film sur mon website et retrouver le lien en description. Et puis ce serait aussi vraiment cool que vous laissiez des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du podcast et qu'est-ce que vous pensez du film par exemple. Et comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast, de cet épisode, eh bien je vous partage le quiz où vous pouvez valider votre compréhension du podcast et puis aussi apprendre du nouveau vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées ici dans cet épisode. Retrouvez le lien bien sûr en description. Merci, bonne semaine et puis on se retrouve dans un mois. Tchuss!